Restez informés à chaque instant sur SICA. En Côte d'Ivoire, l'ex-première dame Simone Gbagbo a été présentée ce mardi au tribunal d'Abidjan pour une audience de procédure. Elle a été soumise à une interrogation sur son identité. Au Zimbabwe, le président Robert Mugabe a limogé ce mardi sa vice-présidente. Un conflit ouvert avec le président Joyce Mujuru a été remercié ainsi que 8 ministres proches d'elle. Les 2 lauréats du Nobel de la paix 2014 entreront en possession de leur prix ce mercredi. Il s'agit de l'Indien Kailash Satyarthi et de la Pakistanaise Malala Yousafzai. Très heureux de vous retrouver sur SICA. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 10 décembre. Nous démarrons ce journal par le Bénin. Le 11 décembre prochain, la constitution béninoise aura 24 ans. Une constitution adoptée des suites de longues luttes pour marquer donc d'une pierre blanche l'événement. Les forces politiques de l'opposition ont entrepris de descendre dans les rues pour fustiger la gestion au sommet de l'État, exiger le respect des acquis démocratiques et la tenue des élections. Il y a de cela 2 semaines, les membres de cette opposition qui semblaient divisés sur les motivations de cette marche de protestation ont fini par accorder leur violon. À travers une conférence conjointe de presse donnée ce mardi, ils ont confirmé leurs intentions d'unir leurs forces en organisant 2 marches de protestation. Une première le mercredi, c'est-à-dire ce jour, à Porto Novo, de la capitale politique du pays, et une deuxième le 11 décembre à Cotonou, la capitale économique du pays. Plus de précisions ici sur l'initiative avec Maître Joseph Diogbenou. Il est avocat de profession, président d'honneur du parti politique Alternative Citoyenne et porte-parole circonstancielle de l'opposition. On l'écoute. En organisant sa concertation unilatérale, le gouvernement et son chef auront vainement recherché à diviser les forces politiques et à refroidir les ardeurs citoyennes autour de l'organisation les 10 et 11 décembre 2014 des marches citoyennes en vue de l'exigence de la tenue des élections locales, municipales et communales, législatives et présidentielles sans délai et avec une liste adaptée et de qualité. Les malentendus ressentis au sein de l'opposition ont, comme par le passé, été surmontés et c'est renforcé de l'adhésion populaire que l'ensemble de la classe politique progressiste a décidé de conduire ensemble les actions courageuses en vue de la résolution de la question électorale dans le cadre de la préservation et de la poursuite de notre expérience démocratique. Les manifestations des 10 et 11 décembre 2014 participent de la ferme volonté de notre peuple à réaffirmer son attachement à sa propre histoire de lutte, dont les 11 décembre 1989 et 90 ont constitué des étapes capitales. Les marches des 10 et 11 décembre 2014 à Porto Novo et à Cotonou s'inscrivent dans la fidélité à cette histoire avec l'exigence de l'application sans faille des dispositions de notre Constitution et des lois qui en découlent. À noter que l'opposition ne restera pas donc seule à battre le macadam le 11 décembre prochain à Cotonou. La mouvance présidentielle au Bénin compte également organiser une marche réplique dans la ville de Cotonou. Plus de précisions ici avec Eugène Azatassou. Il est le coordonnateur national des forces Cori pour un Bénin émergent, une alliance de partis politiques acquis à la cause du régime en place. Eugène Azatassou intervient au micro de Joël Yetonji et Floris Dossa. Dans le pays, c'est comme s'il y avait une bonne dose de mauvaise foi. Quand nous avons vu que le sujet qui est à l'ordre du jour au niveau de certaines marches, c'est les élections, l'organisation des élections, quand nous avons vu que ceux-là qui organisent ces marches pour exiger l'organisation des élections, on sait bien
qu'il participe à toutes les structures qui organisent ces élections, qu'ils sont des représentants au Parlement. Ils savent très bien que les élections communales et municipales ont été reportées pas du tout par la faute du gouvernement. Et on sait bien que c'est au niveau du Parlement que le mandat des maires a été repoussé et a été repoussé sine die. Par conséquent, le verre est dans le fruit et tout le monde devrait savoir que cela ne dépendait pas du gouvernement. Par conséquent, s'il devait y avoir une marche, pour exiger des élections, ça devait être une marche en direction d'autres structures que le gouvernement. Alors notre jeunesse s'est mise en tête qu'il fallait aussi marcher. Ayant jugé ça bon, comme réflexe, comme réaction, nous avons jugé d'accompagner cette jeunesse. La Côte d'Ivoire à présent laisse première dame Simone Gbagbo qui doit être jugée pour atteinte à la sécurité de l'État en liaison avec la crise post-électorale de 2010-2011 a été présentée ce mardi au tribunal d'Abidjan pour une audience de procédure. Simone Gbagbo a été présentée au président de la cour d'assises pour l'audience d'interrogation sur son identité. L'audience a été très brève et s'est déroulée dans une bonne ambiance selon son avocat Rodrigue Dadje. Faut-il le préciser, Simone Gbagbo, âgée de 65 ans, a quitté le 1er décembre dernier Odiéné dans le nord-est du pays où elle était en résidence surveillée depuis fin avril 2011. Elle est désormais détenue dans une école militaire d'Abidjan, dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Le Zimbabwe, à présent, le président Robert Mugabe a limogé ce mardi sa vice-présidente avec qui il était en conflit ouvert, ainsi que 8 ministres proches de cette dernière. Joyce Mujuru, c'est son nom, longtemps considérée comme probable héritière du président Robert Mugabe, était soumise depuis plusieurs semaines à un feu nourri d'une aile de la ZANU-PF, le parti au pouvoir. Reportage. Elle a été accusée pêle-mêle d'incompétence, de corruption et de complot pour assassiner le président Mugabe. Le congrès de la ZANU-PF, qui s'est tenu la semaine dernière, l'avait déjà exclu du comité central, tandis qu'il reconduisait Robert Mugabe à la tête du parti et plaçait son épouse Grace à la tête de l'Influence Ligue des femmes. La vice-présidente zimbabwéenne Joyce Mujuru, qui est montée au créneau ce mardi, a dénoncé une campagne de dénigrement bien orchestrée et un abus flagrant de l'appareil étatique après avoir été écarté du comité central de la ZANU-PF, le parti au pouvoir. Longtemps considérée comme probable héritière du vieux président Robert Mugabe, elle a été accusée de complot d'assassinat à son encontre. Joyce Mujuru estime être victime d'une cabale car aucune preuve n'a été produite pour donner du crédit à ces différentes accusations dont elle est victime. Le président zimbabwéen Robert Mugabe a de son côté procédé ce mardi au limogeage de Joyce Mujuru et 8 de ses proches ministres du gouvernement. La ZANU-PF est déchirée depuis plusieurs années par une guerre de succession, opposant notamment Joyce Mujuru et le ministre de la Justice Emmerson Mnangagwa pour remplacer un jour Robert Mugabe. Mais Emmerson Mnangagwa, qui vient d'être nommé au comité central du parti, semble désormais bien positionné. Robert Mugabe doit d'ici jeudi désigner les 2 nouveaux vice-présidents du parti et compléter son équipe gouvernementale. Le nombre de personnes décédées du paludisme a baissé de près de la moitié depuis l'an 2000. C'est la principale information à retenir du rapport mondial sur le paludisme qui a été publié ce mardi par l'Organisation mondiale pour la santé. Une bonne nouvelle dans le domaine de la santé pour le continent africain où le taux de mortalité a baissé de 54%. L'OMS néanmoins redoute que l'épidémie d'Ebola ne freine cette tendance en Afrique de l'Ouest. Reportage. Entre 2000 et 2013, la mortalité liée au paludisme a ainsi diminué de 47% dans le monde et de 54% dans la région Afrique, selon le rapport annuel de l'Organisation mondiale de la santé, permettant de sauver l'équivalent de 4,3 millions de vies. Ce sont les meilleurs résultats que nous n'ayons jamais eus et une merveilleuse nouvelle en termes de santé publique, a estimé devant les journalistes à Genève Pedro Alonso, directeur du programme mondial de l'OMS contre le paludisme.
Le principal message qui ressort du rapport 2014 sur le paludisme est que nous faisons des progrès significatifs. Il reste 97 pays autour du globe où le parasite continue de se transmettre, ce qui signifie qu'environ 3,2 milliards de personnes peuvent toujours se retrouver infectées. Mondialement, ce sont 198 millions de cas de paludisme pour 584 000 décès qui ont été recensés l'an dernier, avec 90% des morts dénombrés en Afrique. Cette baisse des cas de paludisme en Afrique s'explique notamment par des mesures de prévention mieux appliquées avec près de la moitié de la population à risque qui, en 2013, avait accès à une moustiquaire imprégnée d'insecticides contre seulement 3% en 2004. À cela s'ajoute une intensification des tests de diagnostic ayant permis à 62% des patients suspectés de paludisme d'être traités dans un établissement de santé publique. Les deux lauréats du Nobel de la paix 2014 entreront en possession de leur prix ce mercredi même à Oslo, la capitale norvégienne. Il s'agit de l'Indien Kailash Satyarthi et de la Pakistanaise Malala Yousafzai. À seulement 17 ans, cette dernière, qui est une militante pour le droit à l'éducation des femmes, a été propulsée symbole mondial de la lutte contre l'extrémisme après avoir échappé in extremis à une attaque des talibans. À travers ce reportage, je vous propose d'aller à la découverte de Malala Yousafzai. Suivons ensemble. La vie de Malala a basculé le 9 octobre 2012. Jeune lycéenne pakistanaise, elle est prise pour cible lors d'un attentat des talibans dans son car scolaire. Elle reçoit une balle dans la tête, mais survit miraculeusement. C'est dans la ville anglaise de Birmingham qu'elle se réveille, dans l'hôpital où des chirurgiens ont bataillé pour la maintenir en vie. Birmingham is very special for me. Birmingham compte beaucoup pour moi. Because it was here. Parce que c'est ici que je me suis découverte vivante, 7 jours après qu'on m'ait tiré dessus. Aujourd'hui, c'est ma deuxième maison, après mon pays que j'aime, le Pakistan. Malala Yousafzai a grandi dans la vallée de Swat, au nord-ouest du Pakistan, sous le régime des talibans. La télévision et la musique sont interdits, les combats font rage. En 2009, à 11 ans seulement, elle tient un blog sous pseudonyme pour dénoncer les exactions des talibans dans sa région et militer pour que l'éducation ne soit plus un privilège réservé aux garçons. Les télévisions locales parlent d'elle, mais les talibans répondent par des menaces qu'ils mettent à exécution. Aujourd'hui, l'adolescente rétablie et installée en Angleterre mène plus que jamais son combat. Je veux étudier la politique, les droits de l'homme, la loi. Je veux apprendre comment changer ce monde et comment je devrais travailler pour le bonheur et l'éducation des filles. Malala est devenue un symbole de la lutte contre l'extrémisme religieux et son engagement lui a déjà valu de nombreux prix. C'est aussi une source d'inspiration et d'espoir pour les adolescentes de son pays. Dans la vallée de Swat, de plus en plus de filles vont à l'école, mais la peur n'a pas disparu. Malala est une fille de notre vallée, courageuse et intelligente. Elle a brandi la flamme de la connaissance dans notre pays, et je n'ai pas de mots pour décrire les difficultés auxquelles elle a fait face. Mais sa renommée n'est pas sans danger. Au Pakistan, beaucoup condamnent son attitude, et pour certains religieux, l'attaque sur la fillette est même un complot des Occidentaux. L'Amérique veut répandre la civilisation de la nudité dans le monde, c'est-à-dire la vulgarité et le sexe. Et pour atteindre cet objectif, les Américains ont besoin de mettre en place des incidents comme cette attaque sur Malala. Comme ça, elle devient célèbre et elle donne des idées aux autres filles et encourage l'indécence ici. De son côté, la jeune fille a publié son autobiographie et elle espère un jour rentrer dans son pays pour y continuer sa lutte. Voilà, ce sera tout pour cette édition, mesdames et messieurs. Mais avant de partir, le proverbe africain du jour dit ceci: ce qui est plus fort que l'éléphant, c'est la brousse. Ce qui est plus fort que l'éléphant, c'est la brousse. C'est une manière de dire qu'il y a toujours plus fort que soi. Merci de nous avoir suivis. C'était le rendez-vous d'information matinale sur Sika TV. Retenez que l'information est en continu sur Sika TV et sur notre site internet www.sikatv.info.
Cette fin précipitée du procès du meurtre de la lune de miel est un nouveau revers pour le parquet sud-africain qui avait mené un long et coûteux bras de fer pour faire extrader Shrien Dewani qui arguait de sa santé mentale fragile pour ne pas venir. Finalement jugé depuis 2 mois au Cap et détenu pendant tout le temps dans un hôpital psychiatrique, le jeune homme de 34 ans est ressorti libre tandis que la sœur de la victime, Amy Denborg, sous le choc, a déclaré aux médias « La justice nous a trahis ». Shrien Dewani n'a pas eu à témoigner à la barre après que la juge Jeannette Traverso ait déclaré que les arguments du parquet étaient bien en dessous du niveau nécessaire pour obtenir une condamnation. Le code de procédure pénale sud-africain permet qu'un accusé soit relaxé avant la fin du procès si le tribunal estime que l'accusation n'a pas apporté assez de preuves. La juge a concédé l'existence d'un certain nombre de questions sans réponse concernant le meurtre et d'une opinion publique fortement d'avis que l'accusé aurait dû témoigner. Ne laissez pas Shrien Dewani partir sans donner toute l'histoire aux Sud-Africains et au monde entier, avait lancé juste avant l'audience Anish Ndosha, le frère d'Annie, l'épouse défunte. La juge Jeannette Traverso a indiqué qu'elle avait bien entendu ces appels, mais qu'elle devait appliquer la loi plutôt qu'être guidée par l'émotion. La jurisprudence établit aussi que l'on ne peut forcer un accusé à venir à la barre simplement dans l'espoir qu'il s'accuse lui-même. Le docteur Aya Solomon Konohima s'était un samedi soir au centre médical Hastings, proche de la capitale Freetown. C'était au lendemain de la mort de 2 autres de ses collègues, également contaminés par le virus Ebola. D'après le responsable médical Brima Kagbo, il montrait des signes positifs de guérison suite à plus d'1 semaine d'hospitalisation. Les décès répétés de médecins et le mode de transmission du virus inquiètent et motivent à intensifier les efforts pour endiguer l'épidémie. Sur 12 médecins ayant contracté Ebola en Sierra Leone, seulement 2 ont survécu et plus d'1 centaine de personnels de santé y sont morts. L'Association des jeunes docteurs du pays a exprimé sa grande préoccupation face au phénomène, appelant le gouvernement à consacrer davantage de ressources à la lutte contre le virus Ebola. En 2010, la Sierra Leone comptait un médecin pour 50 000 personnes, soit à peine quelques 120 docteurs pour tout le pays. Des centaines de personnels de santé sont morts en soignant les victimes d'Ebola dans les 3 pays de la région les plus touchés, la Sierra Leone où l'épidémie continue de s'étendre et la Guinée, ainsi que le Libéria où elle semble se stabiliser. Cette fièvre hémorragique se transmet par les fluides corporels, rappelons-le, rendant ainsi les personnels de santé particulièrement vulnérables. L'épidémie a fait plus de 6 000 morts en Afrique de l'Ouest en 1 an, pour plus de 17 000 cas, selon le dernier bilan en date de l'Organisation mondiale de la santé publié le 2 décembre. Kaïd Essebsi et Monsef Marzouki ont respectivement obtenu 39,46% et 33,43% des voix le 23 novembre au premier tour des élections présidentielles en Tunisie. Ce premier tour a été salué comme crédible, pluraliste et transparent par la mission d'observation électorale de l'Union européenne. La date du second tour a été annoncée ce lundi par Shafik Sarsar, le président de l'instance chargée d'organiser le scrutin, après l'approbation des résultats définitifs du premier tour. La campagne électorale du second tour se terminera le 19 décembre à minuit, a précisé Shafik Sarsar. Le scrutin pour le second tour des élections présidentielles en Tunisie aura lieu le dimanche 21 décembre 2014. L'instance appelle les 2 candidats, tous les acteurs politiques et les médias à respecter les principes de la campagne électorale et aussi à prendre en considération l'importance du moment historique. Les Tunisiens résidant à l'étranger voteront les 19, 20 et 21 décembre. Les 2 candidats qui ne cachent leur animosité l'un pour l'autre, ainsi que leurs partisans, n'ont pas attendu le début officiel de la campagne pour échanger des accusations, laissant présager une période préélectorale tendue dans un pays encore fragile, près de 4 ans après la révolution qui a renversé la dictature de Zine El Abidine Ben Ali. Rappelons que c'est la première fois que les Tunisiens élisent librement leur chef d'État. Suite à l'annonce de l'identification de l'ADN de l'un des 43 étudiants disparus sur des restes humains, le ministère public mexicain a convoqué une conférence de presse dimanche.
Une sortie médiatique au cours de laquelle le ministre mexicain de la Justice a lui-même confirmé sur la base des résultats que le test d'ADN correspond à Alexander Mora Venancio, qui fait partie du groupe disparu le 26 septembre dernier à Iguala dans le Guerrero. Jusqu'à présent, les parents des étudiants rejetaient la version des autorités selon laquelle les étudiants ont été tués par des membres d'un crime organisé, affirmant que les jeunes étaient vivants. Selon le ministère public, certaines des 70 personnes détenues dans cette affaire ont affirmé que les étudiants avaient été livrés par les policiers à des tueurs d'un cartel de narcotrafiquants. Leur corps avait été brûlé pendant 15 heures sur un bûcher géant et les restes jetés dans une rivière. Ces restes avaient été découverts dans une décharge et une rivière proche de la ville d'Iguala dans le Guerrero. Avec cette identification positive d'ADN, le reste des vérifications effectuées et les déclarations au ministère public des inculpés renforcent la reconstruction historique des faits qui se sont déroulés à Cocula. Nous allons continuer l'enquête jusqu'à l'arrestation de tous les coupables. On tapera très haut s'il le faut. L'enquête reste ouverte et nous ne pouvons permettre l'impunité car nous ne pouvons pas permettre qu'un fait comme celui-ci se reproduise. Samedi, au cours d'une nouvelle manifestation tendue dans la capitale mexicaine, où des milliers de personnes réclamaient que justice soit faite, les parents des 43 disparus ont reconnu la mort de l'un d'entre eux, mais ont promis de continuer à se battre pour retrouver les autres. Les événements d'Iguala ont marqué un tournant dans la présidence d'Enrique Peña Nieto, confronté à sa plus grave crise en 2 ans de mandat. Lors de la manifestation de samedi dernier, les manifestants ont à nouveau réclamé sa démission. Si la mort de tous les étudiants était confirmée, il s'agirait d'un des pires massacres au Mexique depuis le lancement d'une offensive militaire contre le trafic de drogue en 2006. Les agences humanitaires des Nations Unies ont lancé un appel de fonds ce lundi à Genève pour un montant record de 16,4 milliards de dollars américains afin d'aider 57,7 millions de personnes en 2015. L'augmentation croissante des besoins dépasse notre capacité de réponse, a souligné Valérie Amos, secrétaire générale adjointe pour les affaires humanitaires et la coordination des secours d'urgence. Elle a par ailleurs annoncé que l'appel d'urgence lancé la semaine dernière par le Programme alimentaire mondial pour éviter la suspension de l'aide alimentaire aux réfugiés syriens avait été couvert pour le mois de décembre. Il était demandé 64 millions de dollars et plus de 80 millions ont été recueillis à ce jour, a-t-elle indiqué. Les besoins ont atteint les niveaux sans précédent et sans davantage de soutien, il n'est simplement pas possible de faire face à ces situations humanitaires qui surgissent région après région et conflit après conflit, a alerté le haut-commissaire pour les réfugiés Antonio Guterres. Pour aider quelques 58 millions de personnes, un chiffre record qui concerne les plus vulnérables dans 22 pays, les agences onusiennes ont besoin de 16,4 milliards de dollars, soit environ 13,3 milliards d'euros. Un chiffre record qui ne comprend pas l'aide pour les 9 pays de la région du Sahel et pour Djibouti, en cours d'évaluation et qui sera communiqué en février. La crise syrienne qui dure depuis 2011 va absorber près de la moitié de l'aide. Le Soudan du Sud est la seconde priorité de cette aide avec 1,8 milliard de dollars prévus. Les autres crises majeures sont la République centrafricaine, l'Afghanistan, la République démocratique du Congo, la Birmanie, les territoires palestiniens occupés, la Somalie, le Soudan, l'Ukraine et le Yémen. Rappelons que pour 2014, les agences de l'ONU avaient évalué leurs besoins financiers à un total de 17,9 milliards de dollars, un chiffre record qui n'a été couvert à ce jour qu'à hauteur de 52% par les donateurs après 3 appels de fonds. Les 6 hommes qui avaient tous reçu leur approbation pour transfert préalablement des autorités américaines ont quitté la base de Guantanamo, située à Cuba, à bord d'un avion de l'US Air Force à minuit ce dimanche, a indiqué le porte-parole du Pentagone. Sur les 779 prisonniers passés par ces geôles en bientôt 13 ans, il reste désormais 136 détenus à Guantanamo, dont la plupart n'ont jamais été inculpés ni été jugés. 67 ont été décrétés libérables par les administrations successives de George
George Bush et de Barack Obama. Les 6 hommes accueillis par l'Uruguay, où le président José Mujica a toujours promis qu'ils seraient libres, sont âgés de 30 à 40 ans et étaient arrivés à Guantanamo parmi les premiers détenus en 2002. Il s'agit des 4 derniers Syriens, d'un Palestinien et d'un Tunisien, selon un communiqué du Pentagone. Le Congrès américain a été dûment informé de ce transfert groupé. Celui-ci intervient après 7 libérations en novembre, alors que Barack Obama s'est engagé à plusieurs reprises à fermer le centre de détention controversé de Guantanamo avant la fin de son mandat en janvier 2017. Mais le commandant de la prison, le colonel David Heath, a jugé irréaliste de fermer Guantanamo d'ici à 2 ans. Le transfèrement des 6 détenus prévu depuis août dernier avait pris du retard pour des raisons politiques en Uruguay et a finalement eu lieu exactement une semaine après l'élection présidentielle dans ce pays. L'ex-guerriero d'extrême gauche José Mujica, qui quittera le pouvoir en mars 2015 pour laisser place à Tabaré Vázquez, du même parti que lui, avait accepté d'accueillir ses prisonniers sous le statut de réfugiés. Mais face aux polémiques, le président uruguayen a indiqué que cette mesure sera discutée avec le prochain gouvernement. Conférence internationale de l'industrie automobile à Téhéran. C'est la 2e année qu'une telle rencontre se fait en Iran, un pays sous sanctions économiques à cause de son programme nucléaire. Les négociations diplomatiques sont en cours et pourraient mener vers une réouverture du pays. Les entreprises étrangères préparent déjà leur retour. Et PSA Peugeot Citroën est en ligne de front. Nous avons déjà eu des discussions intenses avec notre partenaire Iran Khodro. Et nous avons la volonté forte de créer une co-entreprise en Iran, couvrant toute la chaîne de l'industrie automobile et introduisant de nouveaux produits et de nouvelles technologies en Iran dès que possible. Le marché iranien est l'un des plus grands du Moyen-Orient avec 77 millions d'habitants. Il a été sévèrement touché depuis 2012 par un embargo bancaire européen et américain empêchant les transferts internationaux. La production de voitures a chuté de 50% entre 2011 et 2013. Mais Iran Khodro, leader du marché, est confiant sur l'avenir. La production actuelle se fait sans aide de partenaires étrangers. Après la réduction de ces 2 dernières années, la production reprend. Nous avons atteint nos vraies capacités. Notre objectif pour cette année est une production de 600 000 voitures de différents modèles. Iran Khodro est leader avec 54% des parts du marché grâce à une exclusivité accordée avec l'entreprise Saipa par le gouvernement. Une situation que dénonce la concurrence. Si les entreprises privées veulent concurrencer ces entreprises, elles doivent pouvoir pénétrer ce secteur. L'exclusivité du gouvernement devrait être divisée en différents segments. Nous pouvons le faire, nous avons les capacités de concurrencer Iran Khodro et Saipa. Tout dépend maintenant des négociations sur le nucléaire. L'objectif pour le gouvernement serait alors de produire 3 millions de voitures en 2020. They want to get you, they'll get you. Restez informés à chaque instant sur SICA.
En Côte d'Ivoire, l'ex-première dame Simone Gbagbo a été présentée ce mardi au tribunal d'Abidjan pour une audience de procédure. Elle a été soumise à une interrogation sur son identité. Au Zimbabwe, le président Robert Mugabe a limogé ce mardi sa vice-présidente. Un conflit ouvert avec le président Joyce Mujuru a été remercié ainsi que 8 ministres proches d'elle. Les 2 lauréats du Nobel de la paix 2014 entreront en possession de leur prix ce mercredi. Il s'agit de l'Indien Kailash Satyarthi et de la Pakistanaise Malala Yousafzai. Très heureux de vous retrouver sur SICA. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 10 décembre. Nous démarrons ce journal par le Bénin. Le 11 décembre prochain, la constitution béninoise aura 24 ans. Une constitution adoptée des suites de longues luttes pour marquer donc d'une pierre blanche l'événement. Les forces politiques de l'opposition ont entrepris de descendre dans les rues pour fustiger la gestion au sommet de l'État, exiger le respect des acquis démocratiques et la tenue des élections. Il y a de cela 2 semaines, les membres de cette opposition qui semblaient divisés sur les motivations de cette marche de protestation ont fini par accorder leur violon. À travers une conférence conjointe de presse donnée ce mardi, ils ont confirmé leurs intentions d'unir leurs forces en organisant 2 marches de protestation. Une première le mercredi, c'est-à-dire ce jour, à Porto Novo, de la capitale politique du pays, et une deuxième le 11 décembre à Cotonou, la capitale économique du pays. Plus de précisions ici sur l'initiative avec Maître Joseph Diogbenou. Il est avocat de profession, président d'honneur du parti politique Alternative Citoyenne et porte-parole circonstancielle de l'opposition. On l'écoute. En organisant sa concertation unilatérale, le gouvernement et son chef auront vainement recherché à diviser les forces politiques et à refroidir les ardeurs citoyennes autour de l'organisation les 10 et 11 décembre 2014 des marches citoyennes en vue de l'exigence de la tenue des élections locales, municipales et communales, législatives et présidentielles sans délai et avec une liste adaptée et de qualité. Les malentendus ressentis au sein de l'opposition ont, comme par le passé, été surmontés et c'est renforcé de l'adhésion populaire que l'ensemble de la classe politique progressiste a décidé de conduire ensemble les actions courageuses en vue de la résolution de la question électorale dans le cadre de la préservation et de la poursuite de notre expérience démocratique. Les manifestations des 10 et 11 décembre 2014 participent de la ferme volonté de notre peuple à réaffirmer son attachement à sa propre histoire de lutte dont les 11 décembre 1989 et 90 ont constitué des étapes capitales. Les marches des 10 et 11 décembre 2014 à Porto Novo et à Cotonou s'inscrivent dans la fidélité à cette histoire avec l'exigence de l'application sans faille des dispositions de notre Constitution et des lois qui en découlent. À noter que l'opposition ne restera pas donc seule à battre le macadam le 11 décembre prochain à Cotonou. La mouvance présidentielle au Bénin compte également organiser une marche réplique dans la ville de Cotonou. Plus de précisions ici avec Eugène Azatassou. Il est le coordonnateur national des forces Cori pour un Bénin émergent, une alliance de partis politiques acquis à la cause du régime en place. Eugène Azatassou intervient au micro de Joël Yetonji et Floris Dossa. Dans le pays, c'est comme s'il y avait une bonne dose de mauvaise foi. Quand nous avons vu que le sujet qui est à l'ordre du jour au niveau de certaines marches, c'est les élections, l'organisation des élections, quand nous avons vu que ceux-là qui organisent ces marches pour exiger l'organisation des élections, on sait bien qu'ils participent à toutes les structures qui organisent ces élections, qu'ils sont des représentants au Parlement. Ils savent très bien que les élections communales et municipales
ont été reportés pas du tout par la faute du gouvernement. Et on sait bien que c'est au niveau du Parlement que le mandat des maires a été repoussé et a été repoussé s'il est lié. Par conséquent, le verre est dans le fruit et tout le monde devrait savoir que cela ne dépendait pas du gouvernement. Par conséquent, s'il devait y avoir une marche, pour exiger des élections, ça devait être une marche en direction d'autres structures que le gouvernement. Alors notre jeunesse s'est mise en tête qu'il fallait aussi marcher, ayant jugé ça bon, comme un réflexe, comme un réaction. Nous avons jugé d'accompagner cette jeunesse. La Côte d'Ivoire à présent laisse première dame Simone Gbagbo qui doit être jugée pour atteinte à la sécurité de l'État en liaison avec la crise post-électorale de 2010-2011 a été présentée ce mardi au tribunal d'Abidjan pour une audience de procédure. Simone Gbagbo a été présentée au président de la cour d'assises pour l'audience d'interrogation sur son identité. L'audience a été très brève et s'est déroulée dans une bonne ambiance selon son avocat Rodrigue Dadje. Faut-il le préciser, Simone Gbagbo, âgée de 65 ans, a quitté le 1er décembre dernier Odiéné dans le nord-est du pays où elle était en résidence surveillée depuis fin avril 2011. Elle est désormais détenue dans une école militaire d'Abidjan, dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Le Zimbabwe, à présent, le président Robert Mugabe a limogé ce mardi sa vice-présidente avec qui il était en conflit ouvert, ainsi que 8 ministres proches de cette dernière. Joyce Mujuru, c'est son nom, longtemps considérée comme probable héritière du président Robert Mugabe, était soumise depuis plusieurs semaines à un feu nourri d'une aile de la ZANU-PF, le parti au pouvoir. Reportage. Elle a été accusée pêle-mêle d'incompétence, de corruption et de complot pour assassiner le président Mugabe. Le congrès de la ZANU-PF, qui s'est tenu la semaine dernière, l'avait déjà exclu du comité central, tandis qu'il reconduisait Robert Mugabe à la tête du parti et plaçait son épouse Grace à la tête de l'Influence Ligue des femmes. La vice-présidente zimbabwéenne Joyce Mujuru, qui est montée au créneau ce mardi, a dénoncé une campagne de dénigrement bien orchestrée et un abus flagrant de l'appareil étatique après avoir été écarté du comité central de la ZANU-PF, le parti au pouvoir. Longtemps considérée comme probable héritière du vieux président Robert Mugabe, elle a été accusée de complot d'assassinat à son encontre. Joyce Mujuru estime être victime d'une cabale car aucune preuve n'a été produite pour donner du crédit à ces différentes accusations dont elle est victime. Le président zimbabwéen Robert Mugabe a de son côté procédé ce mardi au limogeage de Joyce Mujuru et 8 de ses proches ministres du gouvernement. La ZANU-PF est déchirée depuis plusieurs années par une guerre de succession, opposant notamment Joyce Mujuru et le ministre de la Justice Emmerson Mnangagwa pour remplacer un jour Robert Mugabe. Mais Emmerson Mnangagwa, qui vient d'être nommé au comité central du parti, semble désormais bien positionné. Robert Mugabe doit d'ici jeudi désigner les 2 nouveaux vice-présidents du parti et compléter son équipe gouvernementale. Le nombre de personnes décédées du paludisme